Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes donc ravis de vous accueillir dans ce nouveau webinaire du mardi de l'EHESP. Et donc, nous avons le plaisir cette semaine d'accueillir Tariq Ben Marnia, qui est donc enseignant-chercheur au département DS de l'EHESP et également donc chercheur rattaché à l'IRSET. Et il est également professeur à l'Université de Californie de San Diego. Il est épidémiologiste et il travaille sur les questions environnementales et de sciences climatiques. Et donc, il a rejoint le HESP depuis quelques mois, courant 2023. Et donc, on va t'entendre, Tariq, autour de cette question des changements climatiques et de la santé maternelle et infantile comme une question, un enjeu de santé mondiale. Voilà, donc bah, Tariq, oui, non, je te laisse pas tout de suite la main. Je commence par donner un petit peu les règles du jeu. Donc en effet, cette session est enregistrée et elle sera donc visionnable sur la chaîne YouTube de l'EHESP d'ici quelques semaines. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va donc entendre Tariq pour une présentation entre 35 et 40 minutes. Et puis ensuite, le public pourra poser ses questions. Donc pour cela, vous allez pouvoir poser vos questions via la commande Q et R qui est donc positionnée juste en bas de votre écran. Donc, posez vos questions par écrit et donc ce sera moi ou peut-être ma collègue Nathalie Bonvalot qui devrait nous rejoindre, qui pourra en fait se faire le relais de ces questions à Tariq pour un échange que nous pourrons avoir donc jusqu'à 14 heures aujourd'hui. Voilà, et donc cette fois, Tariq, je te laisse la main et on t'écoute. Très bien. Merci beaucoup, Sarah, et bonjour à tous. Et j'espère que vous pouvez tous voir les slides correctement. Est-ce que c'est le cas? C'est bon? D'accord. Donc, Impeccable. ouais, bonjour à tous et merci pour me donner un peu de temps pour parler de ces thématiques où je vais essayer de présenter un espèce de panorama sur les liens entre changement climatique et particulièrement certaines expositions environnementales qui sont sensibles au climat et les enjeux de santé maternelle et infantile. Et aujourd'hui, j'ai particulièrement insisté sur justement les différentiels et les questions de justice environnementale au sens santé mondiale sur ces liens-là. Je vais d'abord commencer par juste présenter très conceptuellement comment on peut, on peut voir les questions de changement climatique comme une question primordiale en termes de justice environnementale et quatre dimensions que je détaillerai plus tard. Ensuite, je ferai un focus particulier sur les liens existants qu'on connaît bien entre certaines variables sensibles au climat et plusieurs indicateurs de santé maternelle et infantile. Et je vais particulièrement m'attarder sur les enjeux de pollution atmosphérique, notamment des particules, les particules fines, et des enjeux de chaleur extrême, expliquer un petit peu les mécanismes physiologiques et ce qu'on sait, où est-ce que la recherche vis-à-vis de ces sujets-là en est. On présente un petit peu quelques études qu'on a menées, mais aussi d'autres études. Mais ensuite, je vais vraiment particulièrement insister sur pourquoi on a besoin de plus d'études et notamment plus d'études dans des contextes pour lesquels l'évidence épidémiologique est relativement absente. Donc, je vais expliquer, je vais prendre quelques cas d'études pour justement illustrer ce qu'on a pu faire dans le cadre de mon groupe de recherche, notamment à UC San Diego, sur ces questions-là et présenter principalement trois cas d'études. Le premier étant sur juste les liens entre exposition aux chaleurs extrêmes et issues de grossesse, notamment natalité prématurée et stillbirth, c'est donc néomortalité dans les pays d'Afrique subsaharienne. Et ensuite, j'ai parlé justement des liens entre anomalies de précipitation, qui incluent à la fois des précipitations extrêmes, mais aussi des manques de précipitation, donc des périodes de sécheresse et des maladies infectieuses dans les pays à bas et moyens revenus. Et je vais aussi parler des actions du rôle important que la vaccination peut avoir. Donc, je vais en parler un petit peu plus tard. Et enfin, je parlerai plus des aspects à long terme et je présenterai une étude qu'on a menée, qui a été publiée il y a quelques mois, sur les effets à long terme de vie dans des endroits prônes aux inondations sur la mortalité infantile au Bangladesh. Donc voilà, c'est juste quelques études pour vous présenter un petit peu un panorama de ce qu'on peut faire, mais c'est vraiment l'idée d'insister sur pourquoi il y a cette
injustice environnementale en termes d'évidence et de connaissances épidémiologiques sur ces questions-là, en termes de variables sensibles au climat, et indicateurs de santé maternelle et infantile. Mais avant ça, juste pour présenter un petit peu le contexte général, donc la majorité de la recherche que je fais, qui est faite entre changement climatique et santé, et c'est relativement récent, mais une manière de voir comment de conceptualiser ces liens-là et aussi de voir comment c'est quelque chose qui vient s'ajouter aux problématiques structurelles, contextuelles qui existent déjà, c'est de voir les changements climatiques comme un contexte, c'est-à-dire qui va venir exacerber des problèmes de santé et des problèmes d'inégalité de santé existants. En venant par exemple, si on prend l'exemple des vagues de chaleur, emmenant des vagues chaudes qui vont être plus intenses, plus répétées, avec une saisonnalité différente. Donc, ça va juste vraiment exacerber ces problèmes-là. Mais sans les changements climatiques d'origine anthropique, on aurait quand même des problèmes de chaleur, mais ils seraient moins prégnants. Un autre contexte dans lequel les changements climatiques vont poser problème vis-à-vis des questions de santé publique de manière générale, mais en particulier vis-à-vis des questions de santé maternelle et infantile, c'est qu'il va avoir des nouveaux enjeux. C'est-à-dire qu'il va avoir des situations qui n'ont pas été, qui sont pas considérées comme habituelles dans des contextes particuliers. Par exemple, en France, si on prend cet exemple-là, il y a de plus en plus comment dire, de vagues de chaleur qui vont survenir en dehors des périodes d'été. On va avoir des vagues de chaleur avec comment dire, qui vont driver par des niveaux d'humidité assez élevés. On va avoir des espèces synergétiques avec des vagues de chaleur qui vont être mélangées avec des sources de pollution assez rares, mais qui deviennent de plus en plus fréquentes dans le contexte du changement climatique. Donc, c'est vraiment une deuxième dimension par laquelle les changements climatiques viennent devenir un enjeu important de santé publique, santé mondiale. Et enfin, c'est aussi une opportunité quand on parle des changements climatiques et de la nécessité d'y remédier. On parle aussi de mesures de mitigation vis-à-vis de la réduction des émissions et des concentrations des gaz à effet de serre. Mais quand on réfléchit à ces actions-là, il y a énormément d'opportunités de réaliser des co-bénéfices pour à la fois réduire les émissions et les concentrations de gaz à effet de serre et mitiger le phénomène des changements climatiques pour les décennies qui nous attendent, mais aussi permettre d'avoir des co-bénéfices en termes de santé publique. Et les exemples les plus typiques, c'est par exemple sur la promotion de l'activité physique, et de la réduction du transport automobile, par exemple, ou sur les actions de nutrition, par exemple, en réduisant la consommation de certains produits comme la viande rouge, par exemple, qui a évidemment une énorme empreinte carbone, mais aussi beaucoup d'enjeux en termes de santé, notamment cardiovasculaire et sur certains types de cancers. Donc ça, c'est juste pour vous présenter rapidement juste comment on peut concevoir les liens entre changement climatique et santé des populations, et ça s'applique parfaitement à ce dont je vais parler aujourd'hui, qui est vraiment focalisé sur une population qui est considérée souvent par rapport à plusieurs enjeux de santé publique comme vulnérable et ou susceptible. Et du coup, je m'attarde un petit peu là-dessus. Et juste une parenthèse sur le concept de santé mondiale, la manière dont je conçois et la manière dont je vais parler de ce qu'on appelle santé mondiale ici, c'est vraiment des enjeux, des déterminants de santé par exemple, pardon, qui concernent plusieurs, voilà, qui sont ou autres. Donc, je fais la distinction entre santé mondiale au sens que je viens de préciser par rapport à juste la santé publique dans des contextes géographiques qui sont différents des contextes dans lesquels on travaille ou on habite. Donc, je vais donner beaucoup d'exemples dans des contextes géographiques pour lesquels il y a pas beaucoup d'évidence épidémiologique, mais je voulais juste insister sur la distinction entre santé mondiale et justement santé dans des pays à bas et à moyen revenu, conceptuellement. Donc, ça passe, voilà. Mais pour justement structurer un petit peu ça, je voulais juste présenter, c'est une manière de présenter les choses et les liens entre changement climatique et santé, et d'expliquer pourquoi au final les changements climatiques constituent un enjeu de justice environnementale. Et pour ça, je vais présenter quatre niveaux d'injustice environnementale qui sont particulièrement importants dans le contexte du changement climatique. Et je vais prendre des exemples à chaque fois. Donc, il y a ces quatre dimensions. Et le changement climatique constitue un enjeu de justice environnementale parce qu'il y a un écart entre les contributions à ces changements climatiques qui sont d'origine anthropique dans le siècle dernier par rapport aux impacts qui sont d'ores et déjà observés et qui sont
euh, projetée dans les siècles, dans les décennies suivantes. Il y a aussi la dimension de différentiel d'exposition, dans la mesure où il y aura des communautés qui vont être systématiquement plus exposées à des enjeux environnementaux sensibles au climat par rapport à d'autres. Il y a un enjeu de différentiel de susceptibilité, dans la mesure où il y aura des populations qui vont être exposées aux mêmes enjeux, mais qui vont être beaucoup plus impactés ou qui vont avoir qui vont avoir beaucoup plus d'enjeux vis-à-vis par rapport à revenir à situation basse et qui fait aussi appel aux notions de résilience. Et enfin, et c'est ce vraiment qui guide la présentation d'aujourd'hui, il y a un énorme différentiel en termes de connaissances épidémiologiques et c'est vraiment ce que je vais essayer de couvrir aujourd'hui. Donc, pour prendre ces cas-là, juste avec quelques exemples pour illustrer un petit peu tout ça, d'abord, les différentiels entre contribution aux émissions, au changement climatique d'origine anthropique dans le siècle dernier par rapport aux impacts, c'est juste une étude un petit peu globale, mais juste pour illustrer ça, où en fait, c'est assez marquant quand on s'intéresse justement à la génération des émissions de CO2 par rapport à là où les impacts sont attribuables au changement climatique d'origine anthropique sont d'ores et déjà documentés. On voit vraiment qu'il y a une corrélation inverse parfaite. Et ça, comment dire, c'est un pattern au niveau mondial, au niveau global. Mais en fait, quand on fait ce constat-là à l'échelle, par exemple, intra-pays ou même intra-ville, vraiment, c'est des patterns qu'on remarque. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, une étude qui a été menée à Toronto qui montrait, euh, qui montrait une corrélation inverse parfaite entre les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et le nombre de décès qui est attribuable à la pollution de l'air ou aux vagues de chaleur, par exemple. Donc, ce côté multiniveau est assez important quand on s'intéresse aux questions de justice environnementale dans le contexte des changements climatiques. Donc ça, c'est la première dimension pour laquelle, qui permet de structurer un petit peu la réflexion autour des changements climatiques comme un enjeu de justice environnementale. La deuxième, c'est vraiment sur les différentiels d'exposition. Donc pareil, je m'attarde à l'échelle globale, mais ces patterns sont documentés à plusieurs niveaux, y compris au niveau intra-urbain. Mais ici, c'est vraiment juste pour montrer justement ce qui est projeté. C'est une étude d'un collègue, Colin Raymond, sur montrer justement comment les jours de vagues de chaleur qui sont au-delà de ce qui est considéré comme des limites physiologiques humaines, avec certains niveaux de température absolus, mais aussi des niveaux d'humidité absolus qui sont justement au-delà de ce que notre physiologie est censée absorber dans un fonctionnement physiologique à peu près normal, sans être altéré par des maladies chroniques ou l'âge ou autres, ou certaines prises de médicaments, par exemple. Mais ici, c'est juste pour montrer vraiment la distribution inégale en termes de vis-à-vis de la distribution de ces événements météorologiques ou de température qui sont au-delà des limites physiologiques, où on voit un pattern où des pays comme par exemple l'Inde est beaucoup plus exposé à des critères à ces événements qui sont au-delà des limites physiologiques humaines par rapport aux chaleurs accablantes. Donc ça, c'est vraiment la dimension de différentiel d'exposition. Ensuite, on peut aussi s'intéresser au différentiel de susceptibilité ou de vulnérabilité, où ici, c'est juste, je prenais comme exemple l'ozone, où ici, on voit sur trois années, entre 2005, 2010 et 2015, justement la distribution du nombre de cas de personnes qui sont en dessous de 5 ans, qui décèdent en lien avec une exposition à l'ozone, qui est un gaz, qui est un polluant secondaire, on parle d'ozone troposphérique, et non pas d'ozone stratosphérique. Là, on passe vraiment d'un gaz qui est un polluant secondaire qui va générer en présence de certains précurseurs, d'oxyde d'azote par exemple, mais dans des conditions météorologiques très particulières avec beaucoup d'insolation, beaucoup d'UV et des températures assez chaudes, des conditions d'humidité particulières. Donc, c'est vraiment juste pour voir vraiment comment la répartition spatiale de ce fardeau en lien avec l'ozone est particulièrement concentrée dans certains pays. Et ici, c'est juste aussi pour voir justement la relation dose-réponse entre le niveau de concentration à l'ozone et le risque de mortalité chez ces populations-là. On voit vraiment qu'il y a une relation dose-réponse qui est pas forcément linéaire, mais ici, on voit vraiment qu'il y a une variabilité entre les pays pour la réponse. Pour une même concentration d'ozone, on peut voir qu'il y a beaucoup de variabilité selon les pays par rapport au contexte et à l'existence d'autres déterminants sociaux de la santé notamment. Donc ça, c'est la troisième dimension, justement, qui met en exergue les changements climatiques comme une question de justice environnementale. Et enfin, et c'est vraiment le focus de cette présentation aujourd'hui, il y a aussi vraiment cette question de différentiel en termes de connaissances, de ce qui est documenté épidémiologiquement.
Donc ici, c'est un exemple vis-à-vis des feux de forêt, issu d'un livre qui a été publié il y a quelques mois sur les feux de forêt. Et ici, c'est juste on mettait en évidence le, les, le mismatch entre justement en haut, on voit vraiment entre 1997 et 2015 la survenue des feux de forêt, des feux de végétation, en excluant les feux agricoles. Et on voit ici qu'il y a une concentration des feux de végétation, des feux de forêt dans plusieurs endroits du monde, notamment en Amazonie, en Australie, en Californie et au Canada, évidemment, mais aussi en Afrique subsaharienne, et notamment dans certains pays comme l'Angola, etc. Et ici en bas, on voit la répartition des études épidémiologiques qui portent sur les liens entre feux de forêt, feux de végétation et santé des populations, quel que soit l'indicateur de santé. Et on voit ici qu'il y a qu'il y a énormément, évidemment, des pays comme les États-Unis ou l'Australie ou le Canada pour lesquels il y a énormément d'évidence épidémiologique, mais il y a des continents entiers, notamment l'Afrique, pour lesquels il n'y a absolument aucune évidence au moment où le bouquin a été écrit. Mais donc c'est vraiment juste pour montrer cet écart entre là où il y a besoin d'évidence épidémiologique dans la mesure où il y a énormément d'occurrences de ces événements météorologiques extrêmes ou d'événements d'exposition environnementale qui sont sensibles au climat et ce qu'on sait. Et ce qui est important à savoir, c'est que pour ces aspects-là, que ce soit vis-à-vis de la chaleur, que ce soit vis-à-vis des feux de forêt, que ce soit vis-à-vis des tempêtes, des brumes de sable, etc., c'est qu'il y a énormément de variabilité spatiale et dans le temps. Et c'est-à-dire qu'on peut pas inférer justement ou généraliser ou transporter les connaissances, par exemple, de Californie à ce qui se passe en Angola. C'est absolument, c'est des contextes très différents, des niveaux de risque qui sont très différents, des compositions des particules issues des feux de végétation, par exemple, qui vont être particulièrement différents. Donc, il y a besoin de connaissances très localisées pour designer des mesures d'adaptation particulières, comme des mesures d'alerte ou des types de filtres, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez important à mettre en évidence. Donc c'est pour ça que je vais aujourd'hui m'attarder là-dessus pour essayer de présenter pourquoi il y a besoin de ces évidences dans plein de contextes et présenter quelques cas d'études à ce sujet-là. Donc ça c'est juste une autre étude qui revient un petit peu à la même conclusion sur le différentiel d'évidence épidémiologique. Et ici, c'est vraiment, on a documenté le nombre d'études qui portaient sur vagues de chaleur ou chaleur de manière générale et plusieurs indicateurs de santé. Et ici, voilà, quelque chose qu'on mettait en évidence, c'est qu'il y avait autant d'études, ou plus d'études, pardon, moins d'études sur tout le continent africain que par rapport à la seule ville de Phoenix, en Arizona. Et donc, c'était vraiment juste pour montrer vraiment l'énormissime gap qu'il y a dans la littérature épidémiologique sur ces enjeux de variables sensibles au climat et de, d'indicateurs de santé, quels qu'ils soient, et y compris les indicateurs de santé maternelle et infantile. C'est quelque chose qui a été rappelé dans le dernier rapport du Lancet, Countdown, sur cette disparité entre le niveau de vulnérabilité et le niveau de défaveur ou comment dire, de niveau socio-économique d'un pays et le nombre d'études et le niveau d'évidence épidémiologique sur ces enjeux-là. Donc, c'est quelque chose qui est bien documenté sur plusieurs enjeux climatiques. Donc maintenant, je vais rapidement parler des liens entre ces variables ou ces expositions environnementales qui sont sensibles au climat et des indicateurs de santé maternelle et infantile. Donc, comme vous savez certainement, les mères, durant leur grossesse, ainsi que les nouveau-nés et les enfants, sont particulièrement à risque en lien avec plusieurs expositions environnementales qui sont sensibles au climat. Et on peut parler par exemple des vagues de chaleur, on peut parler des certains types de polluants, etc. Il y a énormément d'évidences épidémiologiques que je vais tenter de résumer dans les prochaines slides. Mais sur ces indicateurs-là, il y a plusieurs indicateurs en termes d'issue de grossesse, que ce soit natalité prématurée, au petit poids à la naissance par exemple, mais aussi sur des complications maternelles, incluant la prééclampsie ou le diabète gestationnel, par exemple, ainsi que des complications chez les enfants, comme des problèmes de sous-nutrition, des problèmes de développement cognitif, etc. Mais cette évidence épidémiologique, elle est principalement concentrée dans les pays à haut revenu, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Australie, par exemple. Donc là, je vais principalement parler de la pollution de l'air, notamment des particules et des vagues de chaleur extrêmes. Mais plus tard, les cas d'études, je les prendrai de manière volontaire sur les précipitations, les anomalies de précipitation qui incluent les inondations, les précipitations extrêmes, mais aussi les périodes de sécheresse sur ces indicateurs-là, juste pour montrer un petit peu une diversité de ces types d'études-là.
Donc d'abord, juste très rapidement, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais par contre, s'il y a des questions, je serais ravi d'expliquer les mécanismes. C'est juste pour documenter depuis longtemps, enfin depuis les 2 dernières décennies, il y a vraiment beaucoup d'évidence documentant les mécanismes par lesquels une exposition à des niveaux de particules fines pendant la grossesse va impacter certains indicateurs, notamment la natalité prématurée ou le développement intra-utérin et des indicateurs qui peuvent être mesurés notamment par un petit poids à la naissance. Donc les mécanismes sont assez divers, assez variés, mais ils incluent principalement l'inflammation et des, euh, des enjeux des mécanismes incluant des aspects de méthylation aussi, et aussi du stress oxydatif au niveau fœtal. Donc il y a énormément de mécanismes qui sont bien connus, qui sont absolument pas exclusifs, qui expliquent pourquoi une exposition est à certaines périodes, parce qu'il y a de plus en plus d'évidence aussi qui montrent qu'il y a des périodes de susceptibilité pendant la grossesse, pour les particules fines, indépendamment de leur composition, qui se trouve plutôt à la fin du deuxième trimestre, qui amène, par exemple, à des natalités prématurées. Mais il y a énormément de mécanismes qui ont été documentés pour expliquer ces enjeux cliniques. Il y a aussi beaucoup de recherches en ce moment sur justement ces interactions, le potentiel des déterminants nutritionnels et de la diète pendant la grossesse pour essayer de mitiger ces impacts négatifs en lien avec une exposition à la pollution atmosphérique, notamment les particules fines. Ici, c'est juste aussi une étude qu'on a faite récemment, qui a été publiée il y a 2 ans, si je me rappelle bien, où on a vraiment pu documenter justement les mécanismes par lesquels une exposition aux particules fines pendant la grossesse pouvait augmenter le risque de petits poids de petits poids à la naissance en fonction de l'âge gestationnel, à travers des médiateurs et des mécanismes incluant la pression artérielle et le niveau d'hémoglobine chez la mère. Donc, c'est une étude qu'on avait pu mener en Chine pour essayer vraiment de quantifier, documenter ces mécanismes et ces mécanismes ont contribué de manière assez importante, si je me rappelle bien, entre 15 et 20% de ces relations étaient expliquées par ces mécanismes-là. Donc, donc il y a, de manière générale, quand on s'intéresse à la pollution de l'air de manière générale, il y a énormément d'évidence, il y a énormément d'études et donc je pourrais avoir plusieurs, je pense il existe 15 ou 20 revues systématiques sur cette thématique-là, sur ces indicateurs-là, il y a énormément de liens qui sont documentés, mais encore une fois, ces liens sont principalement dans le contexte de pays à haut revenu, notamment en Amérique du Nord et en Europe. Donc, avec beaucoup de polluants, les principaux polluants qui ont été étudiés, c'est vraiment les particules fines, le dioxyde d'azote et l'ozone troposphérique, notamment. Ici, c'est ce que je disais précédemment, c'est juste pour très rapidement pour montrer entre guillemets les périodes de susceptibilité où on a pu mettre en évidence ici, c'était en Chine, l'augmentation du risque à la fin du deuxième trimestre et en fait on a trouvé des périodes comparables en Californie et c'est des choses qu'on a aussi pu retrouver au Chili, justement en essayant d'utiliser des modèles adaptés pour essayer d'identifier ces périodes de susceptibilité. Mais voilà, c'est aussi pour vous donner une idée du type de recherche qui est menée en ce moment sur ces sujets-là. Un autre enjeu qui est relativement contemporain, très rapidement, c'est vraiment sur le rôle particulier des fumées des feux de forêt. Donc, il y a énormément d'études qui ont été menées, notamment en Californie, auxquelles je contribue et notre groupe à l'Université de Californie contribue particulièrement sur justement essayer de voir dans quelle mesure une exposition à des fumées de feux de forêt ou un événement assez important de feux de forêt peut avoir des implications en termes d'issue de grossesse et de complications maternelles chez les mères exposées. Ensuite, donc, indépendamment de la pollution d'air pour laquelle il y a énormément d'évidence, il y a aussi beaucoup de recherche et qui est beaucoup plus récente pour le coup entre exposition à la chaleur accablante ou chaleur extrême pendant la grossesse et des issues de grossesse ou des, euh, des complications maternelles. Donc ça, j'ai juste pris ces 2 revues systématiques qui ont été publiées dans les 3 dernières années qui synthétisent cette littérature avec le même constat que je dis dans plusieurs slides jusqu'à présent, avec un énorme écart géographique vis-à-vis de où cette évidence épidémiologique est présente. Pareil, sur les mécanismes, il y a cet article que si vous êtes intéressé par, qui résume principalement, qui synthétise beaucoup de littérature, notamment toxicologique, parce qu'il y a beaucoup d'études. C'est juste une anecdote, mais qui est entre guillemets
intéressante, je trouve, c'est qu'il y a beaucoup plus, quand on s'est intéressé pour un proposal qu'on avait déposé l'année dernière, sur la littérature physiologique, sur la chaleur et les implications de grossesse, il y avait beaucoup plus de littérature chez les bovins et chez les poules, chez, entre guillemets, chez les, c'est quoi le terme pour tout ce qui est, bon, bref, j'ai perdu le mot en français, pour les poules et les équivalents que chez l'humain, dans la mesure où il y avait énormément d'intérêt industriel pour justement ces impacts-là. Et en fait, il y avait vraiment un écart entre la littérature physiologique chez certaines espèces par rapport à l'homme. C'est intéressant. Mais en tout cas, il y a cette revue qui a été publiée il y a 2 ans à peine, qui synthétise ce qu'on sait physiologiquement entre les liens vis-à-vis d'une exposition à la chaleur pendant la grossesse et des implications cliniques, notamment des issues de grossesse. Et les trois mécanismes qui sont bien documentés, qui sont suspectés, c'est vraiment un impact sur le placenta et sur la, la, le développement du placenta, sur évidemment des processus de déhydratation et d'une réponse inflammatoire, qui soit localisée ou généralisée. Et sur la réponse du placenta, c'est juste une étude pareille qu'on a menée dans une cohorte en Chine, où on a pu justement documenter l'importance du développement et du volume du placenta dans les issues de grossesse qui sont en lien avec une exposition à des vagues de chaleur ou des événements de chaleur extrême pendant la grossesse. Et voilà, donc c'est juste encore une fois et ici, juste, on voit le chiffre, on voit que vraiment ça contribue la part la part du développement du placenta dans les issues de grossesse qui sont attribuables aux problèmes de chaleur est assez importante. Donc c'est vraiment ça nous aide aussi à comprendre un petit peu les mécanismes physiologiques qui sont en jeu. Donc ça, c'est vraiment pour la chaleur. Et pareil, on a pas mal fait de recherches récemment, c'est assez récent pour le coup, entre exposition à chaleur à blanche, chaleur extrême pendant la grossesse, et les complications maternelles et les comorbidités, que ce soit sur le diabète gestationnel ou que ce soit sur plusieurs indicateurs de morbidité, notamment prééclampsie et autres infections notamment. Et donc du coup, c'est vraiment un axe de recherche qui est assez nouveau sur les complications maternelles. Et encore une fois, avec exactement le même constat. Ces études ont été menées en Californie avec des collaborations dans plusieurs universités, notamment avec l'Université de Californie à Irvine. Mais il y a beaucoup d'inégalités vis-à-vis de la disponibilité de ces études-là. Ça, c'est juste pour conclure sur cette section, juste une carte qui synthétise un petit peu ce constat-là. Et ici, c'est vraiment on a juste en 2020, cette carte date de 2020, sur les études qui se sont intéressées aux impacts en lien avec la chaleur et aux issues de grossesse, quelles qu'elles soient, que ce soit petit poids à la naissance, que ce soit natalité prématurée et autres. Et on voit vraiment qu'il y a encore ce pattern-là, avec très peu d'études dans certaines régions du monde, et notamment encore une fois en Afrique ou en Amérique du Sud, exclure le Brésil. Donc voilà, c'est juste pour vous expliquer, faire un panorama très rapide sur ce qu'on sait et les liens entre certains déterminants environnementaux, notamment la pollution atmosphérique et la chaleur accablante pendant la grossesse et les enjeux, mais aussi vraiment mettre l'emphase sur cette disparité entre le niveau d'évidence et qui justifie un petit peu les cas d'études que je vais présenter maintenant. Donc le premier cas d'étude, donc je vais vous présenter quelques cas d'études très rapidement et à chaque fois je mets les références, donc si ça vous intéresse, vous pouvez accéder aux études en particulier, puis il y aura le temps de toute façon pour si vous avez des questions particulières sur ces données-là. Donc cette étude qui a été publiée il y a 2 ans, on voilà visait à répondre à cette question dans plusieurs pays, notamment en Afrique subsaharienne, mais pas seulement, en Asie, mais aussi en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est, mais aussi en Haïti. Alors, on voulait s'intéresser au lien entre différents types d'exposition à la chaleur et le risque de natalité prématurée. Et la température maximum. Donc ici, on voit une relation dose-réponse avec une augmentation du risque de natalité prématurée la semaine de naissance. Là, on s'est vraiment intéressé à une échelle temporelle assez courte, vraiment dans la semaine de naissance, pour voir si ça augmente le risque de natalité prématurée. Et on voit vraiment une augmentation de dose-réponse à partir d'un certain seuil ici.
Et ici, de manière intéressante, ici, c'est le lien entre ce qu'on appelle la température diurnale. Donc, c'est vraiment le décalage entre la température du jour et la température de nuit. Donc, ici, de manière un petit peu contre-intuitive, c'est vraiment plus cette température diurnale va être petite, plus ça va être un enjeu sanitaire, dans la mesure où moins il y a de différence entre la température du jour et la température du moins, et plus le risque va être élevé. C'est exactement ce qu'on a trouvé ici avec une relation dose-réponse inversée entre une augmentation du risque de stillbirth, de néomortalité, et de température diurnale. Donc c'était voilà, cette étude, énormément de résultats dans cette étude parce qu'on a comparé plusieurs indicateurs de température évidemment dans chaque pays avec beaucoup de variabilité géographique et plusieurs indicateurs. Moi, c'est principalement focalisé sur les natalités prématurées et stillbirth. Et pour ça, ce qu'on a pu faire, la raison pour laquelle on a pu mener cette étude, c'est qu'on a pu capitaliser sur des enquêtes qui étaient d'ores et déjà existantes, notamment dans ce contexte-là, c'est Demographic and Health Survey, qui sont des enquêtes qui existent depuis plus de 30 ans et qui ont beaucoup d'indicateurs de santé maternelle et infantile. Et depuis quelques années, ils ont mis à disposition des informations calendaires, mais aussi des informations géographiques, des coordonnées GPS, qui nous a permis, en combinant avec des données satellitaires, d'assigner plusieurs expositions, notamment des expositions de température, mais aussi des expositions en termes d'anomalies de précipitation, de pollution, etc., que je présenterai par la suite. Donc c'est vraiment comme ça qu'on a pu, entre guillemets, faire émerger ce niveau d'évidence dans un contexte où c'est particulièrement difficile, où il n'y a pas le niveau de, comment dire, le type de données qui sont accessibles, par exemple, en France ou en Californie, pour prendre ces exemples-là. Alors là, je vais passer je vais discuter un petit peu des anomalies de précipitation, qui est un enjeu assez important, notamment vis-à-vis des problèmes de santé maternelle et notamment santé, santé des enfants, santé infantile. Donc ici, c'était une étude qu'on a publiée il y a quelques années pour mettre en évidence le lien entre anomalie de précipitation. Donc, quand je parle d'anomalie de précipitation, c'est vraiment pour mettre en évidence, c'est vraiment des décalages, que ce soit une anomalie positive, c'est-à-dire qui va être beaucoup plus de précipitations qu'attendu par rapport à des décennies de données observées, ou une anomalie négative, donc une absence de précipitation par rapport à ce qui est attendu. Et ici, on peut voir donc il y a une relation dose-réponse assez importante et qui varie énormément en fonction du contexte. Donc, pour être assez synthétique, parce qu'il y a beaucoup de variabilité entre les pays, mais de manière synthétique, c'est vraiment, on voit que les anomalies positives ont surtout un impact sur les zones subtropicales humides, tandis que les anomalies négatives vont avoir un impact beaucoup plus important dans les zones, les zones considérées comme savanes tropicales. Et là, sur cette étude-là, on s'intéressait à des symptômes de maladies infectieuses chez les enfants, pareil, qui sont bien documentés dans l'enquête DHS, Demographic and Health Survey. Et on a pu assigner justement la temporalité de ces enquêtes-là, qui sont en général, les questions tournent autour de certains symptômes, incluant diarrhée, fièvre, tout, etc., avec dans les 7, 14 derniers jours. Et on a pu connecter ça avec des anomalies de précipitation dans une zone géographique très donnée et avec une temporalité donnée. Donc c'est pour ça, comme ça on a pu lier ces données-là et répondre à ces questions et modéliser ces doses réponses. Et ici, on veut vraiment justement une énorme variabilité entre les pays vis-à-vis de, justement, que ce soit une anomalie négative ou une anomalie positive vis-à-vis de l'augmentation du risque de ces maladies infectieuses. Et on a aussi pu voir beaucoup de variabilité en fonction du contexte d'habitation, que ce soit une résidence urbaine ou rurale, que ce soit l'accès à des installations sanitaires ou d'accès à l'eau potable. Et on voit évidemment avec des directions qui sont dans le sens évidemment attendu. Mais cette étude, c'est vraiment important pour montrer que le concept d'anomalie de précipitation comment dire, a des très hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité entre les contextes géographiques et entre les types de climats. Donc c'est quelque chose qu'on voulait mettre en évidence. Et ensuite, suite à ça, on voulait s'intéresser aussi aux actions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de mitiger, d'essayer de réduire ce risque-là chez les populations particulièrement exposées à ces anomalies de précipitation. Et une des questions à laquelle on s'est intéressé, c'est le rôle de la vaccination et de certains types de vaccination. Donc, avant de faire ces liens-là, on a d'abord recensé, donc on a
constitué une énormissime base de données sur toutes les données de vaccination auxquelles on a pu avoir accès à une échelle géographique la plus fine possible. Et ça peut aller jusqu'à l'échelle du district, qui peut être l'équivalent, par exemple, ce serait comme l'équivalent du, je sais pas, de la métropole de Rennes, par exemple, dans certains contextes, ou de l'île-et-Vilaine, éventuellement, mais dans un contexte de pays à moyen et bas revenus. Et on s'est intéressé à quatre vaccins, et les quatre vaccins qui sont recommandés par l'OMS. Je reviendrai dessus dans la slide suivante. Mais ici, c'est voilà, c'est juste, c'est l'article qui présente cette base de données et qui, un commentaire. Ah, c'est une question. C'est juste l'article qui présente cette base de données dans laquelle on a accumulé toutes ces données de vaccination. Mais ensuite, l'idée, c'était vraiment de mettre ça en lien avec des données climatiques et des enjeux sanitaires chez les enfants. Donc cet article, qu'on a publié avec des collègues de UCSF, mettait en évidence le lien entre des périodes de sécheresse, donc des anomalies de précipitations négatives, et l'accès à la vaccination ou la vaccination complète. Parce que pour certains vaccins, ce qui est important, c'est pas comment dire, juste d'y avoir, comment dire, d'avoir fait procéder à une vaccination, mais d'avoir suivi toutes les recommandations vis-à-vis du calendrier vaccinal. Et ici, on voit vraiment un lien très fort entre la réduction la réduction de la probabilité d'avoir une vaccination complète sur quatre vaccins qui sont recommandés notamment par l'OMS et en lien avec une exposition à des périodes de sécheresse, avec beaucoup de mécanismes mis en jeu qui varient beaucoup entre les pays, mais les mécanismes principaux sont notamment des mécanismes genre d'insécurité financière, c'est-à-dire que chez les populations pour lesquelles le source de revenu principal est lié à la production agricole, une période de sécheresse va avoir un impact substantiel sur ces sources de revenus et vont empêcher ou vont rendre justement l'accès à des centres de soins qui sont pas nécessairement à proximité extrêmement difficile et expliquer ces décalages et cette réduction de l'accès à la vaccination ou de la vaccination complète pour certains vaccins au sein de cette population. Donc dans cette étude, voilà, on voulait vraiment mettre en évidence ces liens entre variables sensibles au climat et notamment des anomalies de précipitations négatives et l'accès à la vaccination dans plusieurs pays en Afrique subsaharienne. Mais ensuite, on voulait vraiment lier, justement, voir le rôle de la vaccination, que la vaccination pouvait avoir sur la réduction du risque. Et ça, c'est juste une étude qui a été publiée l'année dernière, où vraiment on s'est intéressé très très précisément à ça. Et je voulais juste mettre l'emphase sur un résultat particulier, sur les vaccinations au rotavirus. Et ici, c'est en fait donc basé sur des résultats similaires à ce que je vous présentais ici. Mais ici, on voyait vraiment comment dire, si on s'intéresse justement aux zones subtropicales humides, on voit vraiment que le risque vis-à-vis de certains symptômes, notamment de symptômes diarrhéiques, était augmenté au sein des populations qui n'étaient pas immunisées, qui n'avaient pas été exposées à une campagne de vaccination rotavirus dans les mois ou années précédentes. Par contre, ici, on a capitalisé sur le timing de ces vaccinations, de ces campagnes de vaccination rotavirus, et on a mis en évidence justement que le risque, quel que soit le type d'anomalie de précipitation, et notamment de précipitation positive ici, était éliminé suite à une vaccination au rotavirus. Donc, et c'est peut-être est sensible et se retrouver dans plusieurs régions également. Mais je voulais juste vous présenter ça pour montrer vraiment que en dehors de ces mises en évidence de liens étiologiques, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en évidence sur ce qu'on peut faire. Donc ça, je voulais juste faire une emphase sur les vaccins, mais on a fait beaucoup de choses sur la diète, sur la sécurité alimentaire et sur tout ce qui est installation notamment sanitaire d'accès à l'eau potable. Donc voilà, c'est juste un exemple. Et enfin, juste pour terminer parmi les cas d'études que je voulais présenter, cette étude qui a été publiée il y a quelques mois à peine, c'était vraiment pour mettre en évidence le côté répété et long terme des expositions environnementales sensibles au climat et des facteurs et des enjeux vis-à-vis des changements climatiques. Et ici, on a défini un terme de populations qui vivent dans des endroits prônes aux inondations. Et indépendamment des précipitations extrêmes, parce que au Bangladesh notamment, il y a une énorme saisonnalité sur les précipitations, évidemment, c'est exacerbé, donc on a des changements climatiques, mais il y a des zones qui sont particulièrement prônes aux inondations pour des raisons agricoles, des raisons urbaines ou topologiques. Et ce qu'on a voulu mettre en évidence, c'est vraiment qu'il n'y a pas juste une inondation, par exemple, ce n'est pas un événement, comment dire, qui va avoir des impacts très aigus, et puis
et puis c'est tout. Il y a vraiment une espèce de cumul de ces expositions qui surviennent plusieurs fois au sein d'une année ou au cours des années. Donc on a vraiment, on a mis ça en évidence dans cette étude-là où on a constitué une énorme cohorte de mères et de leurs enfants qui vivaient dans des zones qu'on a assignées comme prônes aux inondations et on les a matchés en fonction d'énormément de caractéristiques par rapport à des mères qui vivaient dans des zones comparables mais qui n'étaient pas prônes aux inondations et qui étaient aussi exposés à des précipitations extrêmes, mais qui n'étaient pas dans des zones proches d'inondation. Et on a vraiment pu mettre en évidence qu'il y a les décès des enfants de moins de 5 ans le fardeau était substantiel. On a estimé que sur les 30 dernières années, il y avait à peu près 152 000 décès chez les enfants de moins de 5 ans qui étaient directement attribuables au fait de vivre dans une zone prone aux inondations au Bangladesh. Voilà, donc ça, c'était juste pour aussi mettre un petit peu l'emphase sur une nouvelle génération d'études dans tout ce qui est changement climatique et santé qui met vraiment l'emphase sur les effets à long terme et les effets répétés de ces enjeux-là. Et il me semble que c'est ma dernière slide. Donc, je vous remercie pour votre attention en espérant que c'était suffisamment clair, mais vraiment, c'était juste pour vous présenter un petit peu un panorama, non seulement de cette recherche de manière générale, du mismatch et de pourquoi les changements climatiques constituent un enjeu de justice environnementale pour plein de raisons. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment mettre l'emphase sur cette disponibilité, cette existence d'études épidémiologiques et aussi vous présenter quelques études qu'on a fait dans le cadre de mon équipe à San Diego. Donc, je pense qu'on a un peu de temps je suis pas si en retard que ça, donc je pense qu'on a un peu de temps pour les questions. Donc, merci beaucoup. Merci Tariq. Alors, je vais peut-être laisser la parole à Nathalie Bonvalot qui a dû pouvoir nous rejoindre. Nathalie, si tu veux, voilà, Bonjour prendre la Sarah, parole pour. je suis désolée, j'arrive pas à mettre ma caméra. Par contre, je pense il y a une manip ou une autorisation qui est D'accord. pas Ah oui, possible. oui, j'avais pareil tout à l'heure. Mais ça, On va au bout de essayer quelques. de régler ça. Et en attendant, juste pour les informations à tout le monde, donc n'hésitez pas à poser vos questions avec la commande Q&R dans la barre des tâches qui est en dessous. Et donc, nous allons essayer de te mettre ta caméra, Nathalie, mais je ne sais pas si tu as toi-même des questions à poser à Tariq. Ah bah si, ça a marché. Oui. Oui, et ben, merci beaucoup Tariq, c'était très très intéressant. Effectivement, c'est vrai que alors, j'ai pas mal de questions. Je vois qu'il y a aussi il y a peut-être des questions qui d'ailleurs qui peuvent se relier les unes aux autres. Tu mets vraiment en avant le besoin de faire des études plus ciblées justement dans des endroits où on n'a pas beaucoup de données parce que on se rend compte qu'il y a quand même des variabilités surtout spatiales dans la façon dont vont interagir finalement les différents facteurs environnementaux entre eux. Ça c'est des choses qu'on peut-être qu'on connaissait qu'on connaît d'autres peut-être spécificités environnementales et en particulier sur la pollution atmosphérique où on sait qu'il y a aussi des différences quand on parle des particules par exemple Mhm. d'un endroit du monde à un autre et pour autant c'est vrai que sur ces questions de pollution atmosphérique on s'est toujours laissé la possibilité de modéliser ou de transposer quand même et je me demandais enfin en tout cas pour essayer de pouvoir mettre en place des mesures de gestion peut-être dans des endroits où on avait moins de données de ce que je connais, hein, parce que bon, c'est pas complètement mon domaine. Et je me demandais dans quelle mesure est-ce que est-ce que ces effets liés aux facteurs en lien avec le changement climatique, ils sont encore plus finalement variables d'un endroit à un autre, ou est-ce que c'est juste on se permet moins aujourd'hui de faire des transpositions qui seraient un peu hasardeuses, ou alors est-ce que c'est parce que simplement on n'a pas suffisamment de données pour essayer de modéliser peut-être les adaptations qu'on pourrait faire, parce que j'imagine que ça dépend vraiment si on parle justement de la chaleur extrême, si on parle des précipitations anormales, ça va pas être du tout pareil. Et j'imagine que les phénomènes d'interaction vont être plus ou moins intenses ou plus ou moins différents d'un endroit, enfin en fonction de l'endroit où on va se situer. Mhm. Et je me demandais, voilà, est-ce qu'il y a vraiment une spécificité par rapport au changement climatique ou est-ce que c'est comme ce qu'on a un petit peu déjà plus l'habitude peut-être de travailler sur les questions de particules ou ce genre de choses?
Oui, alors il y a une particularité, mais il y a des similarités avec sur des questions de santé environnementale classiques où au final, ça a rien, qu'on s'intéresse à n'importe quel type de déterminant, que ce soit par exemple si on s'intéresse aux déterminants un petit peu nutritionnels, etc. C'est un petit peu les mêmes enjeux. Mais si on, pour prendre l'exemple de la pollution de l'air, il y a donc je peux commencer par ce qui rend les, euh, les, les variables sensibles au climat un petit peu différentes. C'est ce que je précisais au début de la présentation. C'est vraiment, il y a des enjeux nouveaux. Il y a des régions, par exemple, qui vont avoir des types d'expositions auxquels on n'est juste pas habitué. Il y a des choses nouvelles qui n'ont jamais été observées, par exemple, des vagues de chaleur hors saison. Des tempêtes de sable, des maladies vectorielles qui deviennent endémiques dans des endroits où ça ne l'était pas jusqu'à présent, etc. Donc il y a beaucoup, ça c'est quelque chose qui rend comment dire, ces expositions un petit peu particulières. Après, il y a aussi l'intensité qui rend certaines expositions assez particulières. Si on prend la pollution de l'air, ce qui rend les particules fines issues des fumées des feux de forêt très particulières par rapport aux particules fines de manière générale, c'est évidemment la composition, la saisonnalité, mais aussi l'intensité. C'est-à-dire il y a des niveaux qui sont atteints, qui sont par des sources entre guillemets traditionnelles rarement ou jamais atteintes la plupart des contextes géographiques. Mais après, pour les similarités, c'est le même problème que ce soit les facteurs environnementaux ou des déterminants sociaux, contextuels ou individuels. Faire ces transpositions, c'est toujours un petit peu risqué dans la mesure où, si on prend l'exemple des particules fines de manière générale, quand on prend par exemple et c'est quelque chose qui peut être, en tout cas je trouve critiquable quand on va faire par exemple une évaluation d'impact sanitaire en France et on va utiliser une étude des résultats poolés du méta-analyse, considérant que c'est l'effet qui est moyenné en fonction, parce que quand on regarde ce qu'une méta-analyse fait, c'est vraiment l'inverse c'est pondéré en fonction de l'inverse de la variance, c'est-à-dire de la précision statistique dans des études individuelles. Et on va considérer que c'est le plus proche de ce à quoi on pourrait s'attendre en France. Et sans rentrer dans tous les détails de pourquoi ces études d'impact sanitaire sont problématiques au niveau scientifique, mais le fait de faire cette considération-là et de pas aller plus loin, c'est quelque chose qui est problématique au moins pour et les raisons pour lesquelles, pardon, cet effet-là va différer de ce qui se passe réellement en France, c'est d'une part la composition des particules, parce qu'entre une certaine 10 microgrammes à Paris et 10 microgrammes à Bordeaux et 10 microgrammes dans d'autres villes, même européennes, dans lesquelles ces études ont été menées, par exemple aux Pays-Bas ou à Barcelone, etc. Ça n'a pas forcément c'était pas forcément la même composition en termes d'éléments chimiques, mais aussi en termes de stress oxydatif, etc. Parce il y a il y a des interactions avec d'autres facteurs environnementaux, notamment la température, etc. Donc, il y a beaucoup de variabilité. Mais l'autre facteur qui joue, c'est ce qu'on appelle, et c'est ce qui drive un petit peu toute la littérature sur tout ce qui est méthode de transportabilité, généralisabilité, c'est la composition des facteurs modificateurs d'effet. C'est-à-dire, même sur une exposition donnée, ce qui fait qu'une population A va réagir différemment d'une population B à une même exposition, c'est la composition en termes de facteurs modificateurs d'effet, c'est-à-dire s'il y a plus de gens âgés, s'il y a plus de gens qui sont d'un facteur socio-économique donné, s'il y a plus de gens avec des comorbidités, etc. Donc c'est vraiment la distribution de ces facteurs modificateurs d'effet qui va influencer justement l'amplitude et la variabilité. Et du coup, dans toute la littérature méthodologique en ce moment qui est très active sur les questions de transportabilité, donc on va vraiment de A à B ou de généralisabilité, donc on va de A à la population cible. Par exemple, on est une cohorte sur plusieurs villes françaises et on veut généraliser ça à la population française, par exemple. C'est juste une histoire de modification d'effet à la fin de la journée. Mais il y a beaucoup de développement méthodologique à ce sujet en ce moment. Pardon, j'ai Ok, répondu ouais, beaucoup ouais. trop longtemps, mais Non, c'est ça. oui, oui, mais c'est intéressant parce qu'en fait, du coup, enfin, la conclusion un petit peu, c'est de dire que finalement, enfin, les transpositions, c'est encore, effectivement, ça vaut ce que ça vaut, c'est encore délicat aujourd'hui et que finalement, ce qu'il faudrait réussir à faire, c'est étudier plutôt les interactions vraiment entre les facteurs environnementaux d'un endroit spécifique parce qu'ils vont pas être forcément les mêmes et du coup, les interactions vont pas être forcément les mêmes avec les facteurs de vulnérabilité de la population et se mettre dans des conditions des pays, enfin dans des conditions réelles pour pouvoir justement observer, non pas moyenner tout, mais observer vraiment ce qui peut se produire et ce qui peut se produire de manière négative finalement dans ces endroits du monde où malheureusement on Mhm. manque de données.
Ça me fait rebondir du coup sur une remarque, une question, alors qui est assez intéressante et à mon avis c'est sans doute un peu difficile d'y répondre, mais c'est comment est-ce que du coup on peut concilier finalement la nécessité de réduire ces injustices qui sont liées à l'indisponibilité des données finalement dans certains endroits du monde, dans certains pays où justement on a en plus des populations qui peuvent être particulièrement vulnérables, sans non plus faire exploser entre guillemets le bilan carbone de la recherche. Parce que la question là, c'est de se dire bah il faudrait aller justement où il faudrait que les chercheurs concernés puissent déployer leurs recherches dans ces terrains, donc dans ces pays plutôt à bas revenus qui vont être peut-être davantage impactés, enfin en fonction des facteurs en tout cas qu'on étudie. Et en même temps, bah, si on établit son terrain de recherche là, ça veut dire peut-être plus d'aller-retour ou de choses comme ça. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Je suis pas certain qu'il y a, je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de déplacements nécessaires à la fin de la journée pour mener à bien ces recherches. Il y a beaucoup dans la majorité des études que j'ai présentées, les données sont existantes, les collaborations sont nécessaires et je pense pas que le déplacement soit indispensable dans la majorité des situations. Des fois, évidemment, sur certains types de questions, il y a des collègues, notamment ici, qui ont besoin de collecter certains types de données, de mener certaines actions interventionnelles, notamment pour lequel un déplacement s'avère un peu plus nécessaire. Mais dans tout ce que j'ai présenté, c'est on a capitalisé sur des données existantes et ce qu'on a fait de manière innovante, c'est juste d'aller combiner des données que personne n'avait pensé à combiner avant, c'est tout. Mais on est resté dans notre bureau avec le Wi-Fi et Donc, on s'est connecté à Google Earth Engine pour connecter des c'est images ça, ouais. satellitaires, etc. Donc, mais non, non, sur le côté bilan carbone, ouais, je pense pas que ce soit sur ces questions-là. Après, il faut, après, ça ouvre comment dire, une boîte à verre, comme on dit en anglais, sur ces questions-là, justement, sur la recherche qui est appelée recherche en santé mondiale, avec tous les enjeux de post-colonialisme et de la manière dont c'est financé, dans la manière dont qui est fait aussi ces enjeux. Je sais pas si ça se dit en français, la recherche hélicoptère, ce qui caractérise, qui symbolise un petit peu le fait qu'il y ait des chercheurs de pays occidentaux ou ex-colonisateurs qui arrivent avec les financements NIH, par exemple, aux États-Unis, qui font leur collecte de données, qui font leurs trucs, qui publient des articles et qui repartent. C'est caractérisé par la recherche, enfin, ce concept recherche hélicoptère. Mais ça, c'est un problème en tant que tel. C'est pas du tout spécifique à la thématique que j'ai présentée aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est très problématique et pour lequel il y a des solutions qui sont offertes, notamment justement le renforcement des capacités, mais aussi des aspects plus structuraux qui sont pas spécifiques à la recherche. Une remarque d'une des spectatrices qui disait effectivement renforcement des capacités, c'est-à-dire que les chercheurs des pays en question puissent justement développer leur propre recherche et donc participer à la formation, à ce genre de choses pour qu'eux puissent déployer ensuite sur place directement ces recherches. Donc Ouais. ce que j'entends aussi, c'est que du coup, on a, enfin, les données, il n'y a pas d'études forcément dans des endroits où on attendrait à ce qu'il y ait des études, mais on a quand même un certain nombre de données qui existent et donc finalement, il faut aussi déployer les moyens pour pouvoir réaliser ces études. Enfin, ce que tu as présenté là, c'est qu'il y a des études avec des données qui sont déjà existantes. C'est pas Ouais. forcément générer toutes ces données non Ah, plus. ah oui, il y a suffisamment à faire. Je peux donner un autre exemple. Moi, je suis pas fervent de la collecte de données pour plein de raisons. Une raison, c'est qu'en fait, souvent pas nécessaire, mais aussi parce que ça prend du temps, c'est cher, voilà, c'est aussi comment dire, par respect des données d'ores et déjà collectées. Mais par exemple, là, un des axes de recherche qu'on explore beaucoup, il y a beaucoup d'essais contrôlés randomisés qui ont été menés, notamment sur tout ce qui est water sanitation hygiene, sur je sais pas comment dire en français, mais tout ce qui est assainissement, eau potable, accès à l'eau potable et hygiène. Je pense que ça marche comme ça. WASH. Et en fait, il y a énormément d'études, il y a énormément d'essais qui ont été menés avec beaucoup d'hétérogénéité, avec des différents types d'interventions, etc. Et là, par exemple, ce qu'on est en train de mener en ce moment, c'est d'explorer qu'est-ce qui fait varier l'efficacité de ces interventions en fonction de caractéristiques contextuelles, socio-économiques, mais aussi météorologiques. Et du coup, on a accès à des centaines, littéralement, d'essais contrôlés
Et en fait, on analyse est-ce que quand l'essai contrôlé a été mené suite à une sécheresse ou suite à une période de famine, etc., est-ce qu'il y a des effets qui vont être différentiels, etc. Donc, en fait, on peut répondre à toutes ces questions-là en utilisant juste des données qui ont été collectées pour d'autres raisons, les combine par exemple, des images satellitaires ou des données d'enquête qui correspondent aux mêmes zones géographiques et temporelles, etc. Donc, il y a énormément de choses à faire en recyclage de données. Ok, merci. Et il y a une autre question déjà une remarque, c'est que effectivement le manque finalement d'études dans différents contextes, ça concerne pas forcément que les problématiques en lien avec la grossesse, et c'est sans doute plus général Ouais. aussi. Mais ça, je pense qu'on l'a bien compris avec cette présentation. Petite question peut-être un peu précise, est-ce qu'il existe des recommandations particulières qui sont données justement aux femmes enceintes dans le cadre de pollution de l'air, alors peut-être ou de pics de pollution de l'air, puisque tu montrais des exemples? Est-ce qu'il faut suivre un régime anti-inflammatoire, par exemple, ou est-ce qu'il y a des choses qui existent ou des recommandations qui sont Ouais. fournies? Ouais. Alors, sur les recommandations sur le régime anti-inflammatoire, pas ma connaissance en termes cliniques au sens généralisé, mais par contre, c'est vraiment une des choses qui est de plus en plus mise en évidence sur justement la recommandation sur certains compléments alimentaires durant la grossesse, notamment l'acide folique ou certains régimes anti-inflammatoires. Et en fait, il y a, c'est assez, comment dire, comment on dit, euh, démonstratif, c'est assez flagrant l'effet protecteur justement de ce type de changement de comportement. L'activité physique aussi mitige, entre guillemets, réduit ces niveaux de suicide limités. Ensuite, sur les comportements, après, il y a évidemment besoin d'actions plus structurelles pour essayer d'éviter de manière générale ces pics de pollution, parce que mis à part les femmes enceintes qui sont susceptibles, il y a énormément d'enjeux en lien avec ces pics de pollution. Mais après, sur la mise en place de filtres pendant la grossesse, notamment au début de la grossesse, est extrêmement importante. Et oui, c'est ce qui est recommandé pour l'instant. Mais pour l'instant, il faut aussi avouer que en termes de recommandations cliniques sur les enjeux environnementaux, c'est assez faible. Oh, Et ouais. du coup, voilà, sur la chaleur, c'est encore pire, alors que le fardeau est vraiment beaucoup plus important. Et du coup, c'est assez non, mais c'est vrai que sur les recommandations cliniques validées par les autorités, par exemple en France, je pense que ce serait l'équivalent de la HSS, par exemple, qui ferait des recommandations cliniques sur la grossesse et la chaleur ou la pollution. Je pense pour la pollution qu'il y a beaucoup d'évidence qui permettrait d'avoir une première version de ces recommandations, mais je pense pas que ce soit le cas ou que ce soit même dans les tuyaux. Ouais, donc la conclusion, c'est que finalement, enfin, ça rejoint une remarque de Sylvie Alemano qui disait est-ce que les résultats justement de ces études sont exploités pour une recherche de solutions, une diffusion d'informations aux populations? Bah, finalement, pas suffisamment et pas encore à ce stade. Ah, enfin, là, je parlais de la Peut-être France. Mais, insuffisamment. ouais, aux États-Unis, en Californie, on a en fait les études que je présentais par exemple sur les complications maternelles, on les fait. Après, c'est aussi très dépendant du système de santé parce que, comme tu sais, il y a c'est beaucoup basé sur des assurances privées. Et là, les études, on les a fait avec les données de Kaiser Permanente. Et du coup, en fait, donc Kaiser, c'est à la fois le fournisseur de données, mais c'est aussi le fournisseur de soins. Donc, en travaillant avec eux, on travaille avec les praticiens directement, donc on fait des recommandations suite à ces études-là. Mais c'est très local, c'est pour la Californie du Sud en tant que telle. Ensuite, c'est généralisable, on travaille avec des instances californiennes et fédérales pour diffuser ça de manière plus large, mais là, je parlais plus de ce que je connais du contexte français par rapport à des recommandations, comment elles pourraient être rendues. Bien, merci beaucoup Tariq pour tous ces éléments. C'était une présentation vraiment passionnante. Je vois qu'il est 14 heures, une minute passée même, donc on va Ok, s'arrêter là, je pense, pour aujourd'hui. Merci vraiment encore pour ta merci. présentation. Merci aux personnes qui ont posé des questions. Et donc, bah, on se retrouve pour le prochain webinaire, le mardi 9 avril 2024 à 13 heures pour parler du jeu, juste pour jouer, donc la relation enfant, famille et esprit ludique avec une enseignante chercheuse en anthropologie sociale, Liane Maria Braga da Silva, qui est donc à l'UNSP de la Fiocruz au Brésil. Merci beaucoup à tous. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.